C'est sûrement le pays dont on m'a le plus parlé. On me l'a parfois décrit comme un paradis, parfois comme un enfer. Donc ça faisait longtemps que je voulais le voir, plus que n'importe quel autre. Pour un Français, c'est un pays fascinant, c'est une perle sur laquelle se reflètent à la fois l'Orient et l'Occident. Et aujourd'hui, il a plus de ses citoyens à l'extérieur de ses frontières qu'à l'intérieur. Alors j'y suis allé, et on m'a demandé pourquoi est-ce que je venais maintenant, parce que c'est vrai qu'il a eu de meilleurs jours. Après, il en a aussi eu des pires. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit dans cet état. Vous avez peut-être déjà entendu un Libanais dire qu'il était phénicien, contredisant par exemple quelqu'un qui lui disait qu'il était arabe, et c'est vrai. Parmi tous les peuples qui ont occupé ces terres, le territoire des Phéniciens représente approximativement le Liban, et ils y ont régné des siècles. J'insiste sur le mot territoire parce que la plus grande partie de leur influence, elle était sur la Méditerranée. C'en est une des civilisations les plus importantes, avec les Grecs, et d'ailleurs c'est eux qui les ont nommés les Phéniciens. Eux ne se voyaient pas phéniciens, c'est des mots de grec qu'on retrouve dans la littérature classique grecque, mais les Phéniciens se voyaient d'un royaume ou d'un autre. Justement, c'est dans cette littérature qu'ils étaient décrits comme des pirates, comme étant très malins et à l'aise sur les mers. Et effectivement, on les retrouve jusque en Espagne, au-delà de l'Espagne même. Ils avaient même dépassé le détroit de Gibraltar. Et à l'inverse des Grecs, qui avec leurs colonies avaient pour projet en fait de s'installer et de civiliser le territoire conquis. Pour ce qui est des Phéniciens, eux voulaient surtout assurer leur route commerciale. C'était vraiment un peuple de commerçants, et ils s'assuraient des routes maritimes comme ça pour l'huile, le vin, le métal, les chevaux, des esclaves aussi. Après, ils avaient quand même des installations et des cités. La plus connue, c'est Carthage, qui va prendre le relais justement quand la Phénicie sera occupée, et elle le sera par les Assyriens puis par les Perses. Si vous écoutez les Libanais, ils ont tout inventé. Je veux dire, les Phéniciens ou les Cananéens, les Levantins. Et c'est vrai, ils ont fait beaucoup, ça a été une grande civilisation, notamment ils ont donné l'alphabet. Le premier alphabet, c'était le leur, et il a servi de base pour à peu près toutes les langues, en fait. Le latin, l'hébreu, le grec. Bon, c'était évidemment pas la même chose. L'alphabet phénicien, il y avait par exemple que des consonnes, donc on ne leur doit pas tout, comme certains Libanais peuvent penser, mais c'est sûr qu'ils ont fait avancer nos civilisations. Et en fait, cette identité phénicienne, elle est plus importante qu'un simple folklore antique, voilà, ou pour dire qu'on est à la base de tout et qu'on a tout inventé. Elle a un sens culturel, politique et même économique. Et ça va être les raisons pour lesquelles elle sera soit mise en avant, soit niée. Au IVe siècle avant notre ère, la Phénicie est sous le joug perse. Les Achéménides, c'est une dynastie perse, guerrière, très entraînée, qui tient le Levant à ce moment-là. Cependant, il y a une anomalie, venue de Macédoine. C'est Alexandre le Grand. Il se dirige vers l'Égypte et il se trouve que la Phénicie est sur son chemin. Il décide de combattre l'Empire perse, ce qui est pas gagné justement parce que ils étaient très entraînés. Mais les Phéniciens, eux, l'accueillent plutôt comme un libérateur. Je dis plutôt parce que l'endroit où je suis là, Tyr, est un cas assez particulier. C'est ce qu'on appelle une satrapie, donc une division administrative perse, mais peuplée majoritairement de Phéniciens. Et Tyr, à ce moment-là, est en deux parties. Il y a la vieille ville qui est sur le continent, et une île entourée de remparts. Et un des problèmes pour Alexandre, une des raisons pour lesquelles c'est important de conquérir Tyr, c'est que ces deux villes, ça fait deux ports contrôlés par les Perses, d'où ils envoient leur flotte sur la Méditerranée. C'est un endroit stratégique, et ça peut être dangereux pour la conquête. Que l'Empire perse ne s'arrête pas à ces terres-là, et par la Méditerranée, qu'elle envahisse l'ouest. En fait, c'est surtout l'île qui pose problème parce qu'elle est à 3 km de la côte, et autant pour la communication que pour l'envahir, c'est compliqué. D'autant qu'elle est entourée de remparts et toujours sous le joug des Perses. Et pour autant, lorsque je suis allé à Tyr, j'ignorais que c'était une île. On y allait par la route, c'était parfaitement relié à la terre. En fait, c'est à ce moment-là, avec Alexandre, que ça se jouait. Les Phéniciens, eux, ne sont pas contre l'arrivée d'Alexandre, mais c'est justement au niveau de la communication, je vais pas m'étendre sur cet événement-là, il y a un malentendu sur un sacrifice pour un dieu, et il y a des messagers des troupes d'Alexandre qui étaient allés discuter avec les Phéniciens, qui se font balancer par-dessus les remparts, en fait, de Tyr. Aïe. C'est ce qui s'appelle un conflit. Et en face, il y a Alexandre le Grand. Alexandre le Grand est patient. Et il va avoir besoin de patience parce que pendant des mois, il va avoir une stratégie qui est de relier l'île à la terre. Et pour ça, il va utiliser les pierres de la vieille ville pour faire une digue et rejoindre, en fait, avec les 3 km par la mer, l'île. Évidemment, c'est pas aussi simple, il va commencer à mettre des pierres et au fur et à mesure, les Tyriens détruisent la digue qu'il est en train de faire. C'est agaçant.
et ça dure des mois, c'est un enfer. Finalement ils y arrivent, et là, je vais pas dire que c'est les mois qui justifient ça, mais c'est vrai que le châtiment c'est pas courant pour Alexandre, mais en fait, il va massacrer la population, crucifier je sais plus combien de milliers de personnes, mettre en esclavage le reste. Il faut remettre dans le contexte, ça faisait des mois. Et la prise de tir par Alexandre marque au Levant, officiellement, la fin des Phéniciens. Ou leur continuité. À partir de la conquête d'Alexandre, on pourrait dire que le Levant est grec, mais c'est pas réellement ça. En tout cas, la culture grecque a pas encore pénétré le Levant. Il y a effectivement sa descendance qui va occuper les terres, les Séleucides, mais il y a un phénomène comme d'assimilation à l'envers, dans le sens où les occupants grecs adoptent la culture locale, ce qui fait perdurer la culture syriaque, araméenne. En fait, tout au long de l'histoire du Levant, les conversions sont rarement massives. Quand je suis allé à Tyr, les pierres que j'ai vues n'étaient pas posées par les Grecs, elles étaient posées par les Romains. C'était il y a environ 2000 ans, et c'est des terres qui ont été romanisées et restées sous l'Empire romain pendant 4 siècles. Et de ces ruines, on en découvre encore. C'est une part de l'identité du Liban, c'est-à-dire pas seulement des ruines, mais des racines culturelles. À Beyrouth, les plus connues sont celles de l'ancienne école de droit romain. La plus grande, il me semble, était à Beyrouth. Et autour, bon, déjà autour, en fait, au pied de ces ruines, il y a plein de déchets. Voilà, les ruines au Liban sont sales. C'est le point commun que j'y ai trouvé. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que autour, il y a beaucoup d'édifices religieux. Je veux dire, quand je dis beaucoup, peut-être 10 dans le même quartier. Et surtout, c'est là que c'est assez étonnant, ils sont presque tous de cultes différents. Là, je parle d'édifices religieux dans le même quartier, mais c'est plus large que ça. En fait, au Liban, il y a 18 communautés religieuses reconnues. Et pour avoir une idée de la taille du Liban, j'ai comparé, c'est un peu plus grand que la Corse. Et donc le résultat sur une carte, ça donne ça. Et ça, c'en est une version simplifiée, comme on le voit dans la légende. Il y a 9 de ces communautés, et ça forme à peu près ces territoires. Et c'est ce qui en fait un pays si particulier, avec des problèmes si particuliers. Dans les 18 communautés, il y en a 12 de confession chrétienne, 5 de confession musulmane, et les Israélites. Alors pour ces derniers, vous n'en croiserez sûrement pas, pour beaucoup ils sont partis. Il en reste, je crois, 29, et ils vivent dans le secret. Il y a une synagogue à Beyrouth, mais personne n'y va de peur d'un attentat, en fait. D'ailleurs, c'est la seule condition à laquelle je pouvais rentrer sur le territoire, c'est que sur mon passeport, il n'y ait pas le tampon du pays d'à côté. Ça donne une idée des rapports qu'il y a entre les deux. Ça n'a pas toujours été comme ça, en tout cas pas à ce point, mais aujourd'hui, c'est un pays avec lequel, officiellement, ils sont en guerre. Mais bon, sans eux, il reste quand même 17 communautés. Ce qui est pas commun comme situation, qui est un pays fait que de minorités. On pourrait penser à une majorité musulmane, parce que démographiquement, ils sont plus de la moitié, mais en fait, on a plutôt affaire à des minorités musulmanes. Comme je disais, c'est plutôt rare en fait qu'un pays ne soit fait que de minorités. Généralement, ce qui se passe, c'est que, alors ça passe par le sang, les guerres, les massacres, mais une majorité se dessine dans un pays avec des minorités qui leur sont plus ou moins soumises. Alors pour autant, le Liban n'y a pas échappé à la guerre, au sang, mais il est resté multiconfessionnel. C'en est un des rares exemples. Avec 18 communautés, on commence à comprendre l'importance de l'identité phénicienne. Le Levant, à ce moment-là, était de culture araméenne. L'araméen, c'est la langue que parlait Jésus, et d'ailleurs, son histoire se passe dans la région, c'est un Levantin. Et c'est pendant cette période qu'il y a une première scission au sein de la population. Alors ils sont tous de culture araméenne, mais certains vont adopter le grec. On va les appeler les hellénisés. J'utiliserai le mot grec pour les décrire, on dit les grecs. Parce qu'ils vont adopter la culture et la langue grecque, tandis que la masse araméenne va garder sa culture syriaque, araméenne. Et c'est ce qui va donner différentes églises, certaines qu'on dit grecques et d'autres araméennes. Et quand je dis différentes églises, c'est ce qu'on retrouve comme des communautés aujourd'hui. Jusque-là, je parle beaucoup du Levant, mais le Liban dans tout ça, qu'est-ce que c'est? En tout cas, à ce moment-là. Il y a bien un Liban, puisqu'il est cité dans la Bible, pas moins de 72 fois. Voilà, une autre fierté des Libanais. À ce moment-là, le Liban, c'est une zone montagneuse qui est parallèle au littoral. Il est fait d'une chaîne de montagnes et du mont Liban. Ces chaînes de montagnes, si on en parle autant, c'est parce qu'elles vont former un refuge, en fait, pour des minorités qui sont persécutées. Et dans un premier temps, les Maronites, qui sont persécutés par les
héritiers de l'Empire romain, en fait les Byzantins, les persécutent, surtout pour des questions de différence de foi, qui fait qu'une première vague de maronites s'installe dans les montagnes, et une deuxième vague va s'y installer au moment des conquêtes arabes. Justement, aux conquêtes arabes, il se passe quelque chose d'étonnant, en fait, auquel on s'attendrait pas forcément. C'est par rapport à la division dont je vous ai parlé précédemment. En fait, les masses araméennes, à ce moment-là, sont sous le joug des Perses, des Grecs, qui sont inférieurs numériquement, mais comme souvent, c'est une minorité qui dirige. Quoi qu'il en soit, quand ils voient les Arabes arriver, et c'est un peu après la naissance de l'islam, mais ils savent pas encore ce que c'est, quand ils les voient arriver, ils prennent ça pour une opportunité, et donc ils les accueillent comme des libérateurs, en se disant ils vont nous libérer du joug des Grecs. Aïe, erreur. Erreur qui va se payer en dimitude dans les siècles qui viennent, en fait, puisque la masse araméenne aide les Arabes à prendre le pouvoir, et à chasser les Grecs remontent, et le vent passe sous le joug des Arabes, c'est l'arrivée de l'islam dans cette région. En face des ruines romaines de Tyr, il y avait d'autres ruines sur lesquelles aucune indication, un grillage troué par lequel j'ai pu passer, il y avait des enfants qui jouaient sur les ruines, et des colonnes qui ne semblaient pas romaines, mais pour le coup, j'aurais pas su dire de quand ça datait. Et en fait, c'était les traces d'un peuple qu'on connaît bien, puisqu'il nous a donné notre nom, à nous Français, c'est les Francs. Ce qui se passe, c'est qu'au Xe siècle arrivent les Seldjoukides. Le phénomène Seldjoukide. Pour avoir une idée de qui ils sont, c'est en fait à la base des Mongols qui sont passés par la Perse, et qui arrivent au Levant, mais sur le chemin, ils se sont islamisés. Et l'islam, ils l'ont pris très au sérieux, et lorsqu'ils voient la manière dont les Arabes, qui sont à ce moment-là au Levant, traitent les chrétiens, c'est-à-dire de manière plutôt tolérante, les laissent aller à leur lieu de culte, à Jérusalem, ils trouvent que ça va pas, que c'est trop laxiste. Ils prennent le pouvoir, et ils empêchent, justement, les chrétiens d'aller à Jérusalem. Et c'est ce qui va déclencher les croisades. En fait, ce sont les États latins, occidentaux, qui décident d'aller libérer leurs frères chrétiens d'Orient. Le souci, c'est que, entre les deux, il y a une puissance chrétienne qui est là, qui est Constantinople. Et Constantinople, comme on l'a vu avant, sont les Grecs qui se sont fait repousser par l'islam, avec l'aide des Araméens, qui là sont sous le joug de l'islam, et voilà, un islam qui les laisse pas trop respirer. Donc ça pose problème, parce que eux laissent la situation comme elle est, et les États latins sont bien décidés à aller libérer Jérusalem. Sur leur route, ils passent par Constantinople, et pour des raisons qui seraient un peu trop longues à expliquer, ils mettent la ville à sac. Pas uniquement parce qu'ils ne les laissent pas passer, il y a des intérêts financiers de Vénitiens, mais quoi qu'il en soit, ils pillent Constantinople, ils tuent une partie de sa population, et surtout, ça va commencer à creuser une scission entre les Latins et les Grecs. Donc, ils passent par Constantinople, ils continuent, et une fois qu'ils arrivent au Levant, la scission se creuse encore parce que certaines populations, dont les Maronites, leur prêtent main forte. Ils leur fournissent des guerriers, des guides, pour la région, forcément, pour les aider à récupérer Jérusalem. Il n'en est pas de même pour les Grecs. Grossièrement, il y en a sûrement qui ont aidé, mais les Grecs subissent surtout les dommages collatéraux des Latins, comprennent pas tellement ce qui se passe, il y en a qui sont tués, et puis en fait même pour les autres, le sac de Constantinople avait déjà entaché la réputation des Latins pour eux. Et surtout, de leur point de vue, ce qui se passe en Orient n'est pas l'affaire des Latins, dans le sens où Constantinople était déjà là, s'il fallait libérer cette région-là, elle l'aurait fait. Et le fait que les Maronites aient aidé les Latins dans cette entreprise, ce n'est pas anodin. Depuis sa fondation, l'église maronite est sous l'autorité de Rome, et la France, fille aînée de l'église, tout ça, c'est un peu le même monde, et c'est ce qui va lier une forte relation entre ces deux peuples. Voilà ce que dit Saint Louis à une autorité maronite, je crois le patriarche. Nous sommes persuadés que cette nation, que nous trouvons établie sous le nom de Saint Maron, est une partie de la nation française, car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. En conséquence, il est juste que vous, et tous les maronites, jouissiez de la même protection dont les Français jouissent près de nous. Ça, c'est un engagement de la part de la France, qui va être difficile à tenir dans un monde qui leur est aussi hostile. Les Seldjoukides ne restent pas éternellement dans la région, il y a d'autres peuples qui leur succèdent, et notamment les Ayyoubides.
et un de ces Ayyoubides, Saladin, va récupérer Jérusalem, et l'influence de l'Occident dans cette région va décroître. Les croisés repartent et laissent les Maronites dans un monde qui leur est hostile, autant du côté islamique que des chrétiens dits d'Orient, les Grecs, et ça continue de séparer leurs deux mondes. Déjà qu'il l'était pour des raisons géologiques. Quand je parlais tout à l'heure d'un refuge dans la montagne, c'était réellement un refuge. Aujourd'hui, ça peut nous paraître étrange parce que c'est accessible. Quand j'y suis allé, on passe de Beyrouth aux montagnes en un peu plus d'une heure en voiture parce que, justement, il y a des routes, déjà, des routes certes très pentues, mais sur lesquelles il y a des Mercedes des années 80 très performantes qui les montent, et donc qui lient les montagnes et le littoral. Mais à l'époque, en fait, c'était pas le cas, et ces deux mondes étaient finalement assez hermétiques, au point qu'on ne retrouvera pas les communautés des montagnes sur le littoral avant le 19e siècle. Toute leur histoire, ils la passent quasiment séparée. Et quand je dis les communautés, c'est parce qu'il n'y a pas uniquement les Maronites. Eux, ils occupent le nord de la chaîne de montagnes, mais au sud, il y a une région qu'on appelle le Chouf, comme les petits dans nos cités qui préviennent quand il y a la police. C'est parce qu'en arabe, Chouf, ça veut dire regarde. Donc, voilà, il y a sûrement un lien, puisque c'est les montagnes, on voit, je ne sais pas, j'ai pas fait les recherches. Quoi qu'il en soit, cette région-là, elle est habitée par les Druzes. Et les Druzes, c'est compliqué à définir. Voilà. Pour faire simple, de mon point de vue de français, sont des musulmans, mais ils sont pas toujours considérés comme tels en fonction des sources. Parfois, on les met dans les musulmans, parfois on les distingue en disant les musulmans et les Druzes, qui sont aussi changeants en fonction du territoire où ils sont. Ceux qui sont sur l'État hébreu n'ont pas du tout les mêmes idées et la même orientation, on va dire, que ceux qui sont en Syrie ou dans ce qui est aujourd'hui le Liban. Et même en fonction de les époques, ils vont pas mal changer. En fait, je dirais que c'est compliqué de les situer. À chaque fois que je vois des archives de Druzes, ils m'étonnent. C'est-à-dire que l'idée que je m'en étais faite en voyant tous les Druzes d'avant change complètement et je me dis, tiens, quel est ce profil ? Quel est ce drôle de profil ? Et je suis pas le seul à penser ça, puisque c'est la raison pour laquelle ils sont dans les montagnes. En fait, ils se font chasser par une orthodoxie, on va dire, enfin, des musulmans qui se voient plus orthodoxes. C'est pour ça qu'on appelle ces communautés qui sont dans les montagnes hétérodoxes par rapport à la foi qui serait la foi juste, en tout cas vue par la majorité. Et c'est vrai qu'ils ont des croyances étonnantes, comme la réincarnation par exemple. C'est des croyances qu'ils héritent des Grecs anciens, de l'hindouisme, je crois qu'ils ont pris aussi du christianisme. Il y a, certains Druzes sont des maronites convertis, des croisés convertis. Voilà, vous êtes sûrement, comme moi, plus embrouillés qu'au début sur qui sont les Druzes. Quoi qu'il en soit, ils ont des moustaches plus que respectables, et avec les maronites, ils vont être les deux principales communautés qui habitent les montagnes, le mont Liban, avec un mode de vie qui se partage entre agriculteurs et guerriers quand il faut. Et pour ce qui est du pouvoir sur le Levant, les dynasties succèdent. Aux Ayyoubides succèdent les Mamelouks. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu. Après, moi je savais pas exactement ce que c'était que les Mamelouks. En fait, c'est un corps d'armée des Ayyoubides, formé d'esclaves qui viennent de régions non musulmanes, mais qui, dès petits, sont entraînés au combat, sont islamisés, et en fait, préparés au djihad. Et donc c'est ça les Mamelouks. Et ils vont prendre le pouvoir sur les Ayyoubides. Et c'est après les Mamelouks que viennent les bien connus Ottomans. Et les Ottomans vont dominer le Levant du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle. Et donc sur une période aussi longue et aussi récente, ça va forcément impacter le Liban actuel. Le millet, c'est la clé de voûte de l'ordre ottoman et du chaos libanais. Avant d'expliquer ce que c'est que le millet, la signification est assez intéressante parce que à l'époque ottomane, ça voulait dire communauté confessionnelle. Et en turc actuel, ça veut dire nation. C'est important de comprendre cette notion parce que c'est ce qui va structurer la cohabitation des communautés sous l'Empire ottoman, et quelque part le Liban va en hériter. En fait, quand on entend parler de pluralité, de communautés, d'une mosaïque de communautés et de religions au Liban, on a souvent tendance à confondre ce qu'on va appeler en France le vivre ensemble, ou la manière en fait dont on gère les communautés ensemble en France, et la manière dont on les gère au Liban. En réalité, c'est diamétralement opposé. Du côté de la France, elle ne les reconnaît pas. En fait, elle reconnaît l'individu, l'État, et pas de sous-groupe entre les deux. Et c'est ce qu'on ressent en France. Les gens sont mélangés dans les villes, dans les quartiers. Il n'y a pas de territoire qui appartienne spécifiquement à une communauté, ou en tout cas,
l'autorité française fait tout pour gommer ces différences communautaires. Après, le fait que les gens essayent plus ou moins de se rassembler en communauté, c'est un autre phénomène, mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on gère la communauté, c'est juste un sentiment naturel qui fait que on va vers ceux qui nous ressemblent, qui ont la même langue ou la même culture. Mais je veux dire, par exemple, sur nos cartes d'identité de citoyens français, il y a simplement marqué notre appartenance à cette nation. On parle de République française et rien de plus. D'où le tabou qu'il y a en France autour des communautés, parce que à la fois elles existent, et en même temps elles sont pas reconnues, elles sont pas réellement formées, et il n'y a pas, comme je disais, pour les quartiers, même ce qu'on dit communautaire, c'est jamais vraiment la même communauté en fait. On peut pas, comme au Liban, dessiner des cartes de couleurs aussi nettes avec telle communauté sur tel territoire. Et je parlais de la carte d'identité française parce que justement, sur la carte d'identité libanaise, il est indiqué la communauté. Et c'était obligatoire jusqu'à... Il y a quelques années, l'obligation a été levée, mais je veux dire, c'est toujours sur les papiers d'identité. Et c'est pas quelque chose d'anodin qui soit indiqué la communauté, c'est tout le pays qui fonctionne comme ça, et il y a même des juridictions différentes en fonction des communautés. Par exemple, au Liban, la polygamie est autorisée, si vous êtes musulman. Et cette séparation, qui est beaucoup plus nette, elle se ressent là-bas. Quand j'allais dans des quartiers, des villages, ils étaient beaucoup plus marqués. Déjà parce que, comme on me l'a dit, ici, tout le monde croit en Dieu. C'est vrai, et ils le montrent. Je veux dire, il y a des, des statues, comme je n'en ai jamais vu en France, forcément dans l'exécution, mais en tout cas dans la taille, des statues de 10 mètres de la Vierge Marie, de Jésus, de Saint Charbel, qui est un saint important là-bas. Et oui, ça diffère déjà de la France pour ça, parce que les athées, il y en a évidemment là-bas, hein, je nie pas, mais c'est résiduel par rapport à la France, et ça se ressent même dans les déplacements qui se font là-bas. La plupart se font d'un point A à un point B, qui est plus ou moins de la même communauté. Je veux dire, quand j'y suis allé, j'ai été majoritairement dans des villages, des quartiers chrétiens. Parce que ce soit ma famille là-bas ou les amis avec qui je suis allé, qui sont aussi de là-bas, sont chrétiens, et c'est une question plus d'habitude. Il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas forcément de haine contre les communautés, c'est juste une habitude et un confort où ils vont se retrouver plus ensemble qu'en France, par exemple. Après, ça veut pas dire que c'est complètement hermétique. Déjà, on est allé évidemment dans d'autres quartiers, simplement qui sont plus ou moins accueillants. Ça se sent, je veux dire, les étrangers comme moi qui y vont de temps en temps, c'est là qu'on les retrouve, et rarement dans des quartiers de confession qui ont rien à voir avec la leur. Et quand je dis que c'est pas hermétique, ça va même plus loin que ça, il y a aussi de la sympathie. Un oncle me racontait qu'il avait un ami du village musulman d'à côté, qui venait un peu en cachette le voir, enfin chez lui, boire des verres parce que c'était interdit chez lui. Et pour autant, ça reste deux villages, c'est la même chose pour les quartiers, où il n'y a pas de réel mélange. Nassim Taleb, qui est un auteur d'origine libanaise, a une phrase que je trouve assez juste, c'est « on s'entend mieux avec son voisin qu'avec son colocataire ». C'est justement une des raisons pour lesquelles, sous l'Empire ottoman, ces communautés-là étaient organisées en milliers. Mais c'était surtout un statut de, disons, semi-autonomie, où ils se géraient du point de vue de l'éducation, juridiquement, financièrement, et ça permet de pratiquer son rite. Donc ça leur offre une certaine indépendance, pour autant il y a quand même des relations avec l'Empire ottoman. À commencer par un impôt pour la protection des terres, mais pas uniquement la protection, puisque l'Empire ottoman va s'accroître, et donc ce qui finance en fait, c'est cette expansion qui est religieuse. Et c'est la raison pour laquelle il y a un impôt, et pas... En fait, cet impôt est là pour remplacer l'engagement à la guerre. Ça concerne à peu près tous les milliers en dehors du millet sunnite, et le seul moyen d'être exonéré de cet impôt, c'est de se convertir à l'islam, et donc de s'engager, de faire la guerre pour l'Empire ottoman. Alors ce cas-là, il touchait finalement assez peu de personnes. Les Ottomans ne forçaient pas à la conversion, les seuls qui étaient contraints, c'était les familles les plus pauvres, qui ne pouvaient pas payer l'impôt. Et je veux dire, le fait qu'il y ait une unité de foi dans l'armée pour des guerres qui étaient religieuses, ça s'entend en fait. Ce serait dangereux, par exemple pour eux, d'engager des chrétiens pour aller se battre face à d'autres chrétiens, il y a le risque qu'ils se retournent, et d'ailleurs c'est une des faiblesses de l'armée libanaise actuelle. Alors j'ai dit qu'ils ne forçaient pas à la conversion, parce que c'est vrai, les Ottomans ne forçaient pas à la conversion, après en fonction du sultan, on va dire que la pression était plus ou moins forte, et
dans tous les cas, pour les millets, c'était pas une situation idéale. Y rester, évidemment, si c'était tyrannique, ils auraient sûrement quitté leur terre, et ça arrange bien aussi les Ottomans. Les chrétiens, par exemple, sont vus comme plus éduqués, et ils peuvent aider, en fait, à d'autres tâches. Donc sur ce point-là, c'est assez intelligent, mais voilà, ça reste une situation d'occupation, avec l'amertume que peut avoir un peuple occupé. Au XVIIIe siècle, le Levant est toujours sous l'Empire ottoman, et l'église Saint-Georges de Beyrouth ne sonne plus. En fait, les seules cloches d'église qui sonnent sont dans les montagnes, et ça rejoint les séparations dont je parlais entre les deux mondes, celui de la montagne et du littoral. C'est une anecdote dont parle Nassim Taleb dans son dernier livre pour évoquer la relation que les Grecs orthodoxes ont aux Russes. Parce que à ce moment-là, il y a la guerre russo-turque, en fait, qui oppose tout simplement la puissance de Russie avec Catherine II à sa tête et l'Empire ottoman. Et c'est pendant ce conflit que Catherine II va envoyer sa flotte dans le port de Beyrouth et, on va dire par un rapport de force avec les Ottomans, relaisser sonner les cloches de l'église Saint-Georges à Beyrouth. Ce qui explique Nassim Taleb, c'est que ça aurait fait, à ce moment-là, pour moi ça remonte, mais j'imagine que ça l'a renforcé en tout cas, un sentiment fort de la part des Grecs orthodoxes d'espoir, un espoir de revoir Byzance sur leur terre. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est un schéma qui, dans cette région, est assez courant. Une minorité qui a un lien assez fort, généralement pour des questions de religion et de culture, avec une plus grande puissance, et qui espère qu'elle revienne reconquérir ces terres. Donc là, c'est l'exemple des Grecs orthodoxes, mais on peut aussi voir ça pour les Maronites en France, et pour les Sunnites dans les puissances arabes. Une autre communauté aussi, dont j'ai pas parlé, mais c'est parce qu'elle n'a pas une place de choix dans cette histoire, pour le moment en tout cas, son réveil se fera plus tard, mais ce sont les chiites, qui rentreront aussi dans le schéma. Pour vous donner une idée de la place qu'ils ont à ce moment-là, sous l'Empire ottoman, ils sont en dessous de tout. Hein. C'est-à-dire que même les chrétiens ont leur propre millet et ont une reconnaissance de la part des Ottomans comme étant plus éduqués, enfin, une reconnaissance quoi. Les chiites à ce moment-là sont sous le millet sunnite, mais en fait sont à moitié persécutés. C'est la raison pour laquelle je ne l'évoque pas dans cet épisode. Il y a un aspect du millet que je n'ai pas abordé, c'est que il est plutôt intéressant du point de vue ottoman. Je veux dire, la multiplication des millets est intéressante, et il y a même des stratégies qui vont aller dans ce sens-là. Par exemple, des conversions. En fait, quand j'ai dit qu'il y avait 12 communautés chrétiennes, on peut se poser la question, mais qui sont les 12 en France? On a les catholiques, majoritairement, et après on connaît les protestants, orthodoxes, qui sont plus minoritaires. Et je veux dire, ça fait 3. De là à ce qu'on arrive à 12, et bien justement, cette division, elle va aussi être poussée sous l'Empire ottoman. En fait, quand on regarde ces différentes communautés, on remarque que certaines portent le même nom, mais sont dans deux groupes. Par exemple, il va y avoir les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques, les Arméniens orthodoxes et les Arméniens catholiques. C'est pas qu'une question de région pour les Arméniens, c'est des croyances qui sont spécifiques. C'est pas pour rien qu'on distingue. Je veux dire, c'est pas la même orthodoxie. Puis il me semble que c'est pareil pour les Syriaques, quelque chose comme ça. J'ai plus tous les noms là en tête, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que l'Empire ottoman pousse cette pluralité, par exemple, en encourageant les conversions au catholicisme, aux branches catholiques des communautés que je viens de citer. On pourrait le résumer à la phrase « diviser pour mieux régner ». En fait, surtout pour eux, ça réduit les chances qu'une de ces communautés prenne le pouvoir, qu'il y ait une insurrection, et voilà, qui prennent le pouvoir pour eux. Et du point de vue des communautés, c'est encore plus intéressant, parce qu'il y a un système de noblesse qui ne concerne que les aînés, je crois, que les aînés des fratries, et donc les autres ne peuvent pas avoir... en fait, c'est pour avoir des titres, tout simplement. Et donc, le fait de diviser les millets, dire ça y est, maintenant il y a des Grecs orthodoxes et des Grecs catholiques, ça ouvre une nouvelle file où on peut avoir des titres. Mais il y a un avantage encore plus intéressant, c'est l'éducation. En fait, à ce moment-là, il y a des missionnaires de pays catholiques, notamment français, italiens, qui sont là-bas, et qui fournissent une éducation de grande qualité par rapport à la région. Et la conversion au catholicisme, ça permet aussi d'intégrer ces écoles, et de devenir, voilà, si ce n'est de la noblesse, au moins de s'élever socialement par ça. Et c'est aussi de cette manière-là que la langue française s'est diffusée dans la bourgeoisie de la région. Ça, en tout cas, c'est pour le bon côté de ces millets. Le mauvais, c'est que ils sont, évidemment, en fait, ça a fait d'autres divisions, et ils sont entre-massacrés.
On commence à être habitué dans la région. Malgré tout, les relations entre les communautés ne se passent pas toujours mal. Je pense à l'exemple de Fakhreddin II. Fakhreddin II, il a été émir et prince des Druzes, je crois, en tout cas dans la région de l'actuel Liban. Il se trouve que son père et son grand-père ont été massacrés par les Turcs, et surtout que sa mère l'a inscrite dans une... en fait, l'a fait élever chez des Maronites. Et ce qui fait que un de ses amis d'enfance qui gardera toute sa vie est un maronite, et quand je dis qu'il gardera toute sa vie, c'est surtout ça, c'est surtout qu'il devient son conseiller, et donc le règne de Fakhreddin II, au début il est prince des Druzes, donc en fait il est à peu près dans cette région montagneuse, mais il va étendre ses terres jusqu'à former quasiment le Liban actuel. C'est à peu près cette forme-là, et je veux dire, c'est rare, la dernière fois c'était les Phéniciens, la dernière fois qu'on a pu avoir ce genre de frontières. Donc on peut voir aussi son territoire comme les prémices du Liban actuel. Et surtout, il a fait progresser le Liban. Il allait en Toscane, je crois, en Italie, il ramenait des techniques d'agriculture plus avancées, des paysagistes, tout un tas, enfin le génie italien en fait, qu'il a ramené au Liban, et qui a grandement bénéficié à ce territoire-là. Mais ça se passe pas toujours aussi bien, et Fakhreddin II finit par être rattrapé et persécuté. Il avait permis aux communautés druzes et maronites de s'entendre, et disons que ce n'était pas joué. À la moitié du 19e siècle, il y a des tensions entre les deux, entre druzes et maronites, donc on sépare leur territoire, le nord qui est relié à Beyrouth aux maronites, et le sud relié à Saïda, Sidon, qui appartient aux druzes. Simplement, si la limite entre les deux territoires est claire, il y a des minorités druzes du côté maronite et des minorités maronites du côté druze. Et ça va en fait faire grimper les tensions jusqu'à ce qu'il y ait des massacres de maronites par les druzes. Il y a à peu près 10 000 chrétiens qui se font massacrer, et surtout il y a des relents de ça à Damas. C'est assez bizarre comme logique, mais c'est le premier massacre permet le second massacre, qui est aussi sur les chrétiens, et dont celui qu'on appelle l'émir Abdelkader, qui est un sacré personnage, va en sauver une partie. Il va ouvrir son palais aux chrétiens et en sauver une partie. C'est un émir où il y a, on va dire, des relations honorables entre lui et Napoléon III, qui, à ce moment-là, gouverne en France. Et justement, Napoléon III, il va intervenir. Quand il entend parler des massacres et des persécutions qu'il y a au Levant, alors c'est pas uniquement lui, hein, il a des pressions du camp conservateur, plus ou moins, mais il va intervenir. Donc c'est pour dire que, évidemment, il y a des raisons politiques, mais au-delà de ça, il y a aussi l'idée d'honorer la promesse que Saint-Louis, et par Saint-Louis la France, a faite aux chrétiens du Mont-Liban. Ça donne lieu à une expédition militaire au Levant des Français, et pas uniquement militaire, parce que avec eux vient le philosophe Ernest Renan. Et il va là-bas pour... en fait, il va écrire Mission en Phénicie, qui est un livre sur les recherches antiques, donc forcément des Phéniciens, mais aussi des Grecs. Et par là, il va renforcer cette identité phénicienne pour... alors, c'est pas encore le Liban, mais cette partie-là du Levant qui était anciennement occupée par les Phéniciens. Et une des raisons de développer cette identité phénicienne, on va dire des raisons qui arrangent et aussi séduisent la France, c'est que ça tourne cette zone vers eux, vers l'Occident en fait, parce que comme on l'a vu, les Phéniciens étaient de très bons marins, ce qui fait qu'ils ont colonisé toute la mer Méditerranée. En revanche, les montagnes les empêchaient d'accéder à l'arrière-monde. Et donc l'identité phénicienne justifie une indépendance de ces terres face, d'une part, au monde arabe et au monde ottoman. Et si on peut pas encore dire que les Phéniciens sont de retour, au moins la minorité maronite est protégée. Elle est protégée par ce que crée Napoléon III, qui est un genre de protectorat de sa zone qui va jusqu'à Beyrouth et qui tiendra jusqu'à la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman décline, et dans son agonie, il va emmener avec lui des milliers de Libanais. En vérité, ça fait plus longtemps qu'il décline. Simplement, le début du XXe siècle, et surtout la Première Guerre mondiale, va être pour lui un coup fatal et faire beaucoup de mal au Levant. Ce qui se passe à la Première Guerre mondiale, quelques mois après qu'elle ait débuté, c'est que l'Empire ottoman se met du côté de l'Allemagne, et ça entraîne déjà un blocus maritime de la part de leurs opposants, notamment les Britanniques, il me semble, un blocus maritime qui concerne toute la côte méditerranéenne du Levant, et donc qui pénalise le Levant. Autre chose qui les pénalise à la même période, c'est une invasion de criquets. C'est un enfer, une invasion de criquets, parce que ça réduit beaucoup les récoltes, et ça suit une hyperinflation. Donc déjà à ce moment-là, on mange pas très bien.
mais ce n'est pas fini, je dirais même que c'est que le début. Comme je le disais tout à l'heure, le protectorat de Napoléon III termine à ce moment-là, et il y a une raison bien précise, c'est que le protectorat est là pour les maronites, et les maronites sont vus comme des francophiles. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont, mais ça en fait des ennemis pour l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman veut en finir avec les maronites. Et donc, il va organiser une famine dans les montagnes maronites, au point que vont être décimés 150 000 maronites sur une population de 400 et quelques mille, ce qui est beaucoup. On peut sûrement utiliser le mot génocide, mais c'est ça le vrai drame du début du XXe siècle pour le Liban. C'est tragique pour les maronites et c'est englobé dans un phénomène plus large. Quand je parlais d'agonie de l'Empire ottoman, ils perdent la guerre. Et ça, ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils étaient déjà très affaiblis, et la fin de la Première Guerre mondiale allait entraîner la mort de l'Empire ottoman et des Turcs. Et justement, c'est ça qui va les sauver. C'est se muer en nation turque. Alors, évidemment, ce n'est pas terminé. La Première Guerre mondiale cesse, mais pas pour les Turcs. C'est quasiment au lendemain de la guerre qu'il va y avoir ce qu'on appelle la guerre d'indépendance turque. Voilà ce qui se passe à ce moment-là, et la raison pour laquelle je mets des guillemets à d'indépendance turque. C'est parce que l'Empire ottoman a perdu la Première Guerre mondiale, et donc son territoire va être partagé entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les Français, les Britanniques, les Italiens, qui vont se répartir certains de ces territoires, et les autres territoires, ça va être tout simplement par ces autochtones, les Millets justement. Pour les plus connus, les Grecs, les Arméniens, eux vont vouloir récupérer leurs terres. La guerre d'indépendance grecque avait déjà commencé avant parce que justement l'Empire ottoman s'affaiblissait, mais là ils veulent récupérer leur dû qui est l'Anatolie, je dirais, ou une partie de l'Anatolie en tout cas. Je sais pas avec précision jusqu'où allaient leurs ambitions. Le roi à ce moment-là s'appelait Constantin, donc on peut imaginer que Constantinople soit dans le viseur à récupérer, et c'est pareil pour les Arméniens qui représentaient un grand territoire, qui était sous l'Empire ottoman, mais là c'était le moment de se transformer justement en nation. C'est le moment où les Millets se transforment en nation, et la nation arménienne actuelle, bon, c'est une petite partie. C'est une petite partie de ça parce que il y a eu justement cette guerre d'indépendance turque, c'est très impressionnant, hein. C'est une démonstration de puissance incroyable de la part des Turcs, d'autant que l'Ottoman ne faisait que perdre du territoire et décliner, et c'est là qu'il y a la transition entre Empire ottoman et nation turque. Ça avait commencé avant avec des mouvements nationalistes turcs, mais c'est vraiment à la guerre d'indépendance turque que on commence avec un empire ottoman qui est à moitié zombie, et par la force, non pas du califat et du sultanat, qui étaient la même personne, mais qui était le pouvoir religieux et politique de l'empire ottoman, non pas par donc ce pouvoir ottoman, mais par le nationalisme turc, va réussir à récupérer quasiment toute l'Anatolie, ce qui était inespéré de leur point de vue. Et c'est de ça que je parle quand j'évoque un phénomène plus large, c'est cette transformation d'un empire ottoman multicommunautaire, plutôt tolérant justement de ces communautés, à une toute autre organisation qui est la nation turque, et qui est une nation homogène. Le projet turc, alors il y a là-dessous une idée de race turque supérieure, c'est surtout un prétexte en fait pour s'homogénéiser, et c'est évidemment à mettre en parallèle avec d'autres idéologies à peu près du même moment de nationalisme où on utilise... alors ça n'a pas été le cas de la France, nous c'est plus la culture comme socle commun, mais en tout cas les Turcs, voilà, il y avait l'idée d'une race turque supérieure, et c'est comme ça que s'est imposée la nation turque, et c'est surtout ça qui a justifié les massacres, les génocides, le génocide arménien, ce qu'ont subi les Maronites dans les montagnes que j'évoquais, et d'autres massacres de chrétiens qui... Enfin, c'est quasiment arrivé du jour au lendemain, en fait, qui s'y attendaient pas du tout, qui travaillaient pour l'Empire ottoman. Il y a eu notamment les Grecs d'Anatolie, les Assyro-Chaldéens, je crois des Syriaques. En fait, c'était très violent, c'est des gens qui étaient là, sur ces terres, depuis des milliers d'années, qui ont fait perdurer des cultures, je pense aux Assyro-Chaldéens et aux Syriaques. Oui, des cultures millénaires. Et qui, du jour au lendemain, se font massacrer et déplacer. Et déplacer où? Notamment au Levant. Et dans tout ça, qu'en est-il du Liban? Eh ben, le Liban, le pays qu'on connaît aujourd'hui, n'existe pas encore à ce moment-là. On parle de Levant, et cette partie-là, même si elle était évidemment dans les plans des Turcs qui voulaient récupérer à peu près le territoire de l'Empire ottoman, ils ne l'ont jamais récupéré.
En tout cas, pas cette partie-là. Il y a eu des accords français pour une autre partie, mais justement, c'est la France qui a récupéré cette partie-là du Levant, c'est-à-dire ce qu'on appelle à ce moment-là la Syrie, tout simplement. Ce territoire a un statut particulier, c'est ni une colonie, ni un protectorat, c'est un pays indépendant. En tout cas, du point de vue du droit international, c'est un pays indépendant, et simplement, la France est là pour l'accompagner vers l'indépendance et la démocratie. Et la démocratie, on en parlera à l'épisode suivant. En tout cas, ça reste une dépendance française, et c'est là qu'intervient le Liban dans les frontières qu'on connaît aujourd'hui. De 1919 à 1920, il y a 3 délégations maronites qui vont à Paris, c'est la conférence de la paix à ce moment-là, et ils y vont avec une idée bien précise, c'est un projet du Grand Liban. Ils sont reçus par Clémenceau, dans la délégation il y a Émile Aidé, lui aussi on en parlera plus tard. Clémenceau demande à Émile Aidé de sortir la carte qu'ont fait les missionnaires de Napoléon III en 62, et justement je l'ai retrouvé cette carte. Précisément cette carte, elle a été corrigée il me semble depuis, mais il y avait quelques imprécisions. Quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour parler de précision, parce que Clémenceau leur demande « Bon, qu'est-ce que vous voulez ?» Et Émile Aidé lui répond « Tout ce que représente la carte ». Sur ce, Clémenceau prend un crayon rouge et entoure les limites du Liban, celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est les frontières qu'on connaît aujourd'hui ont été dessinées à ce moment-là. Alors ça peut paraître immense par rapport au territoire des Maronites, il y a des raisons à ça, notamment le fait qu'ils englobent certaines plaines, c'est pour développer l'agriculture et que le pays puisse en vivre, ce qui sera pas forcément nécessaire puisque le pays va vivre d'autres secteurs que l'agriculture. Même si à ce moment-là c'est une dépendance française, les chrétiens les accueillent quand même avec soulagement, naturellement on imagine après ce qui s'est passé sous l'Empire Ottoman, ils sont assez rassurés de la présence française, mais plusieurs problèmes se posent. Déjà du côté de la Syrie. En fait, c'était censé être un grand mandat syrien et les mener vers l'indépendance, donc ils se voyaient sortir de l'indépendance avec tout ce territoire. Et maintenant que le Liban est créé, ça sépare la Syrie de sa côte méditerranéenne, et ça double le mandat des Français, pas en temps, mais en espace. En fait, elle voit ce territoire lui échapper. Et c'est ce qui va la rendre méfiante envers les Français, et rendre la relation franco-syrienne assez conflictuelle, au-delà des questions culturelles, où le Liban a plus de points communs avec la France que la Syrie. Et d'autre part, côté libanais et même maronite, il n'y avait pas forcément en fait chez les maronites de volonté d'avoir un tel territoire, un territoire aussi grand. Ce qu'ils voulaient, c'était plutôt avoir un territoire indépendant sur lequel ils étaient majoritaires, mais pas forcément les mettre dans cet ensemble avec plein d'autres anciens milliers ottomans. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait à peu près tous les voisins de la région. Ce n'était plus le temps de l'Empire, c'était le temps des nations, et ce sont des nations qui sont homogènes, culturellement, au niveau confessionnel, à peu près homogènes, avec un pouvoir qui domine. Et ce qui pose problème ici, c'est qu'ils se retrouvent avec une terre qui est trop grande pour eux, et en même temps trop petite pour tous ces milliers ottomans, qui doivent partager le pouvoir sur cette terre, et en plus le partager démocratiquement, puisque c'est la France à ce moment-là dont le territoire est dépendant. Voilà comment on se retrouve avec un pays fait uniquement de minorités. Et ces minorités voient parfois plus facilement leur reflet dans les puissances étrangères que dans le regard de leurs propres voisins. Voilà, c'est le premier épisode sur l'histoire du Liban, en tout cas de la Phénicie en passant par le Mont Liban jusqu'à la création de l'État du Liban. Ce sera en 3 parties, donc les prochaines arriveront bientôt. Vous pouvez, justement, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour être prévenu des prochaines surtout. Et sinon, entre-temps, d'ici le prochain épisode, c'est sur ma chaîne secondaire que vous pourrez me retrouver avec des formats un peu plus légers que celui-ci qui me demande plus de travail et un peu ce qu'il y a derrière. J'espère en tout cas que ça vous a plu, comme ça m'a plu de le faire, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.